mètres, sinon il y a des voies qui font... Alors 40, suivez bien mon doigt et regardez ce petit point. Voilà. C'est Patrick Edlinger qui est accroché à cette falaise. Avouez que c'est tout de même assez fascinant. Oui, disons qu'en fait... Oui, je crois qu'on peut... La difficulté, entre autres en solo, c'est pas tellement la hauteur d'une falaise. On peut très bien avoir... Enfin, moi, personnellement, les voies où j'ai eu le plus d'engagement, c'était des voies qui faisaient en solo, qui faisaient que 50 ou 60 mètres. C'est la difficulté surtout. De toute façon, à partir de 20 mètres, le résultat est le même en cas de... En cas de chute. Ouais. Et vous pouvez rester combien d'heures comme ça en ascension? Ben, ça dépend de la difficulté. Il y a des voies qui font 1000 mètres. Mais quelle a été la plus longue ascension? À peu près. En falaise, 300-350 mètres en solo. Oui, mais en durée, Durée, ça doit durer à peu près, disons, 1 heure. 1 heure, ouais. Et Philippe Petit, vous restez combien de temps, vous, sur un fil? Moi, j'aime pas parler de difficulté parce qu'à chaque fois que je monte sur mon fil, c'est un moment présent qui me prend tout entier et où la difficulté ne m'intéresse pas, où il n'y a pour moi pas de risque, où le danger, je le connais. Je connais mon fil, je connais mes limites. C'est ce qu'on peut appeler du talent, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, je ne risque rien. Et donc, la plus belle des traversées, vous me demandez laquelle c'était, la plus folle, mais la plus difficile, la plus dangereuse, ça a été toujours celle du moment. Disons que Notre-Dame, romantiquement, c'est pour moi ma première grande traversée, mais le World Trade Center à New York, ça a été le monde entier qui maintenant est bien forcé de voir que j'existe. Mais à la fois, ce que je vais faire à Chaillot, ça va être une chose magnifique. Alors, à chaque fois, c'est fou. Mais combien d'heures vous pouvez rester comme ça? Parce que je crois que vous voulez relier l'opéra de Sydney. Je ne cherche pas à établir des records et ceux qui l'ont fait, pour moi, c'est vraiment dommage. Le plus long pour vous. Je prépare une traversée à Sydney qui va faire 1 km de long. Ça fait 9 ans que j'y travaille. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que je fais sur cette traversée. C'est pas combien de temps je reste sur le fil. Bien sûr, oui, non, je comprends. Mais 1 kilomètre, il vous faut combien de temps? 1 kilomètre, il me faudra 40 minutes. 40 minutes. Mais pas pour marcher. Je vais marcher, je vais saluer le monument dont j'ai étudié l'histoire, je vais regarder les oiseaux, je vais établir un rapport avec les requins. Je sais pas. Mais non, c'est pour moi une aventure. Bien, je continue dans nos témoignages parce que nous avons encore une chose quasiment impossible à croire, mais on va le voir, bon, on sera bien obligé de le croire. C'est Sylvain Saudan, le skieur de l'impossible, on vous appelle, hein, parce que vous arrivez à descendre des pentes incroyables à ski. Et vous avez battu un record, vous avez descendu quelle montagne? Le Hidden Peak dans le massif de l'Himalaya au Pakistan, qui culmine à 8068 mètres. En ski. C'était en 82, oui. Mais tout d'abord, il faut monter. Et là, j'avais suivi peut-être l'exemple de M. Maurice Herzog, qui lui avait fait le premier 8000. Et il y a eu une parenthèse qui a été faite. Justement, 30 ans après, je faisais la première descente à ski d'un 8000 mètres. Combien de temps ça prend? Eh bien, la descente en elle-même a duré 9 heures. Mais il ne faut pas oublier qu'avant de descendre, il faut monter. Que pour monter, c'est peut-être un petit peu où on ne se rejoint pas. En montagne, il ne faut pas seulement l'inspiration, mais il faut de la technique aussi. Alors, monter... il va falloir la technique. Non, il ne faut pas de technique, il faut 15 jours pour mettre un fil qui va faire une traversée de 10 secondes. Donc non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de technique. La technique est inintéressante, ce qu'il faut voir, c'est le spectacle. Exactement, c'est sûr. Mais je dois dire que sans technique, il n'y a pas le reste. Il faut se passer. Il n'y a pas le déclic que tu as peut-être senti par la suite. Non, absolument. Bien. Mais il faut monter, c'est une organisation. Nous avions, dans le cas particulier, 6 tonnes de matériel, 250 porteurs, car il faut arriver au camp de base, ces montagnes sont très loin, ça veut dire 10 jours de marche. Nous avons mis encore 25 jours pour aller au sommet, car nous avions 900 mètres de corde fixe. Et puis à partir du moment où vous organisez une expédition pour descendre à ski, c'est un peu différent d'une expédition traditionnelle. C'est-à-dire qu'il faut transporter et les skis et les chaussures. Tout cela est un poids mort qui ne donne aucune vitamine, qui ne donne pas un litre d'eau. Et très souvent l'alpiniste, quand il va vers le sommet, s'il fait beau, il essaye de s'alléger au maximum. Alors nous restons avec ce même poids, ce qui est une difficulté déjà de monter. Voici un petit dessin pour vous de Goethe. Oui, ça, cette association freudienne de la femme et de la mort. Alors, nous allons voir maintenant quelques images absolument incroyables. Voici, c'est la descente, je crois, nous n'avons pas la descente de l'Himalaya, nous avons choisi celle des Grandes Jorasses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec notre choix. Ah, tout à fait. Bon. Tout à fait, parce que c'est aussi grâce peut-être aux descentes que j'ai eu l'occasion de faire dans les Alpes, telles que celle des Grandes Jorasses, qui m'a permis de décider de m'entraîner pour aller plus loin et finalement pour réussir l'Himalaya. Alors, voici cette descente des Grandes Jorasses. On va voir un premier trajet à partir du sommet. Le voici en hélicoptère. Ça, c'est le côté italien, donc la descente se fait vers Courmayeur en Italie, et de l'autre côté, c'est Chamonix. Alors là, déjà, la pente, quelle vitesse vous allez là? Eh bien, la vitesse, c'est mon ennemi, je dois lutter contre cette vitesse. Il faut arriver à maîtriser, à ne pas se laisser prendre.
il faut dominer la situation. C'est aussi un engagement total. Et là aussi, il faut essayer de ne pas faire de fautes, car vous pouvez vous imaginer, si vous tombez sur une pente comme celle-ci, vous êtes entraîné dans le vide et c'est fini. C'est fini, oui. Seulement, je me trouve sur 2 skis, eux demandent qu'à glisser, et moi, j'essaye de ne pas les laisser aller là où ils voudraient aller. Ouais. Pour les amateurs techniques, on peut regarder le travail du bâton. Ouais. Moi, j'avoue que là, la technique, j'avoue que je la regarde pas parce que je suis tellement fasciné par la pente. Et alors, la question qu'on voudrait vous poser, parce que je voudrais qu'on voit, qu'on regarde bien le trajet. Il y a une question que je vais vous poser pour le document suivant que nous allons voir maintenant. Est-ce que vous avez repéré la piste avant? Non, c'est pas possible. En ce qui concerne les descentes que j'ai effectuées dans les Alpes, il y en a eu 12, dont 8 n'ont jamais été répétées. Ouais. C'est-à-dire que là, je pouvais étudier l'itinéraire que j'allais prendre pendant la descente. Alors, on va regarder l'autre document. Oui. Mais en ce qui concerne, par exemple, le 8000 mètres, c'est très difficile. Je suis monté d'un côté et descendu à ski de l'autre côté. Alors là, c'est l'aventure complète. Et je crois que c'est une des dernières aventures que l'homme peut vivre en montagne sans être au bénéfice d'un computer ou de quelqu'un qui lui donne le go. Exactement. Et je ne peux demander de renseignements à personne. Comment il faut faire? On connaît les réactions d'un alpiniste à 8000 mètres, mais on ne connaît pas du tout celle du skieur. Oui. Là est l'aventure. Mais alors là, regardez bien ce document, parce qu'à un moment donné, là, on a l'impression, là tout de suite, vous allez voir, l'impression que vous ne saviez pas du tout ce qui allait vous arriver. Tout à fait, je voulais descendre sur la droite, et c'est là l'itinéraire, c'est au-dessous de moi sur la droite. Mais finalement, je vois que c'est très mauvais, c'est glacé, et je me dis, tant pis, je vais essayer d'aller voir de l'autre côté, c'est-à-dire sur la gauche, là où je vais, sachant bien que je ne pourrai pas passer l'autre côté. Regardez Mais bien, malgré tout, je vais voir, pour m'en assurer. Et puis au-dessous, c'est Courmayeur, c'est le vide. Eh bien, il n'y aura pas de solution, il faudra que je revienne en arrière et finalement descendre là où il fallait descendre. Et est-ce que vous avez eu peur, est-ce que vous avez vu ce vide tout d'un coup? C'était quand même à 1 mètre. Non, il y a de l'appréhension. Vous savez, je crois la limite, la frontière entre la peur et l'appréhension, c'est le pas qu'il ne faut pas franchir. Il y a de l'appréhension, mais il ne faut pas franchir vers la peur, il faut maîtriser. Mais je dois dire que la peur, je la connais très souvent, un jour avant la descente, et encore plus un jour après la descente. Voilà, c'est ça. Et quand vous regardez les images après, vous n'avez pas encore, vous êtes comme Philippe Petit, vous avez peur de voir ce que vous avez fait? Non, je vois surtout les fautes. Oui. Bravo Sylvain Saudan. Alors, Gérard d'Aboville, nous aurions bien aimé montrer aussi. Alors Sylvain Saudan, je signale que vous avez publié un album chez Pierre-Marcel Favre, La Victoire assise sur l'Himalaya, 8068 mètres, où vous pourrez voir des photos de cet exploit extraordinaire. Et des photos faites par 4 photographes, dont un Américain qui est un des meilleurs photographes de ski aux États-Unis et un Suédois. Un très bel album. Gérard d'Aboville, alors sur vous, il n'y a pas grand-chose, parce que quand on fait la traversée de l'Atlantique à la rame, il n'est pas très facile de se faire filmer. Hein. Alors vous en avez fait un livre, vous, c'est-à-dire L'Atlantique à bout de bras, un livre qui est apparu chez Artaud et qui est sorti en livre de poche là en 83, et que j'ai lu avec passion, je dois dire. Vous avez un don d'écrivain. Vous aviez jamais écrit avant d'écrire un livre? J'ai beaucoup souffert. Plus qu'à vous traverser. Pour l'écrire. C'est plus dur que de je venais traverser. d'arriver et j'avais bien envie plutôt d'aller me promener. Ouais. Mais évidemment, j'ai pas pu faire de film. D'abord parce que j'étais très limité en ce qui concernait le poids du matériel que j'allais embarquer. Et ensuite, j'aurais pas pu faire un film très intéressant, ou alors il aurait fallu qu'il y ait un deuxième bateau qui me suive, qui tourne autour, ou bien alors il aurait fallu qu'on refasse une fausse traversée après, pour faire quelque chose de valable sur le plan cinéma. Vous n'avez pas voulu? J'ai pas voulu, j'ai pas eu l'occasion, ça m'a pas beaucoup tenté d'ailleurs, et j'ai pas cherché à créer cette occasion. On va voir quelques diapos que vous avez pris avec quoi? Vous avez mis un appareil photo en face de vous pendant que vous étiez là? Oui, alors souvent j'avais un appareil. Bon, là c'est quelqu'un qui m'a pris en photo avant le départ, on voit tout le matériel que j'allais emmener, ou une petite partie de ce matériel. Bah, là j'avais tout simplement posé mon appareil un jour de calme plat sur ma veste pliée devant moi, et puis... Et là, là, je suis en train de réparer une encre flottante, une espèce de cône qu'on met à la traîne du bateau quand il fait très mauvais, et qui a éclaté une fois de plus parce que la pression de l'eau a été telle qu'elle n'a pas résisté. Ça a duré combien de jours, cette traversée? Ça a duré 2 mois et demi, 72 jours. Et il y a eu quand même un moment très dur parce que vous avez choisi un été qui a été particulièrement mauvais en mer, et je crois qu'il y a un moment où vous avez embarqué pas mal d'eau. J'ai été chaviré 5 fois, dont 2 fois dans la même nuit. C'était la nuit du 14 au 15 août.
Il y a un ouragan qui s'est formé sur les Antilles, qui est remonté dans le nord de l'Atlantique, qui avait perdu heureusement pas mal de sa puissance en passant au-dessus de ma tête, mais il a quand même fait très mauvais pendant une semaine. Et heureusement, le bateau était prévu pour pouvoir chavirer et pour être redressable assez facilement, même si j'étais coincé à l'intérieur de ma petite cabine. Mais alors vous aviez, pour faire cette traversée comme ça à la rame, vous étiez jusque-là un navigateur, vous faisiez de la voile, qu'est-ce que vous faisiez? Ah oui, j'ai toujours pratiqué essentiellement la voile, et je me suis intéressé au bateau depuis mon plus jeune âge, et j'ai toujours travaillé dans des milieux nautiques ou dans des questions de bateau. Mais alors ce que vous avez fait là, c'est très différent de ce que fait Petit ou de ce que fait Edlinger. C'est-à-dire que là, il n'y a pas, ou Sedan, c'est pas vraiment un risque, il y a un grand risque. C'est pas de la concentration, ça n'est pas du risque immédiat, et quand je vois ce qu'ils font, je suis effaré et terrifié en m'imaginant à leur place. C'est un risque qui est peut-être plus latent. Cela dit, je vais peut-être un peu vous décevoir, mais il fallait, dans le cadre d'une telle traversée, il fallait qu'à la case départ, je me dise, eh ben maintenant j'arrive au bout, je dois y arriver assez vite. Je veux dire qu'il fallait que la préparation soit parfaite, que le matériel soit excellent, et il fallait partir sûr de son coup, parce qu'en mer on peut prendre des risques si on en a envie sur une durée de temps très limitée, avec une bonne météo, mais on ne peut pas en prendre quand on part pour 3 mois. Donc je savais que j'aurais du mauvais temps, et je savais qu'il fallait que ça tienne et que ça passe. Dites-moi, pendant que vous faisiez ça, vous parlez dans votre livre à un moment donné que vous étiez embêté qu'il y ait deux autres qui voulaient traverser l'Atlantique et qu'ils arrivent avant vous. Seulement eux, ils avaient pris une baignoire, c'est ça? Non. J'étais pas embêté, j'étais embêté parce qu'ils étaient partis avant. J'étais au contraire assez content qu'on soit plusieurs à faire cette traversée. Il y en a un qui avait, à mon avis, un fort mauvais bateau, et l'autre, je peux pas dire, parce que j'ai pas vu assez de documents sur son bateau. Mais ils ont disparu en mer. Ils ont disparu. Vous l'avez su en arrivant? Ben, je m'en doutais un petit peu parce que j'ai appris par radio qu'ils n'étaient pas arrivés, et comme ils étaient partis de Terre-Neuve pour faire une traversée donc un petit peu plus courte, et qu'ils étaient partis 15 jours pour l'un et 1 mois avant moi, quand j'ai vu qu'ils n'étaient pas arrivés, je me suis dit qu'ils avaient peu de chance. Alors dites-moi, pour en venir au thème de cette émission, lorsque vous avez fait ça, est-ce qu'on vous a dit on vous suivra, on va vous aider, ou est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit mon pauvre vieux, vous êtes fou, faites ce que vous voulez, et si vous vous perdez, tant pis pour vous? J'ai vu beaucoup de gens avant de partir, j'avais pas besoin d'un gros budget. Malgré tout, il dépassait le cadre de mes économies, puisqu'il fallait construire le bateau, l'envoyer là-bas. Donc j'ai vu un certain nombre de sponsors potentiels. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les sponsors sont des gens qui n'aiment pas prendre des risques. Et Petit vous approuve, oui, c'est vrai. Même en Amérique? Oui, surtout en Amérique, c'est là où tout se vend. Il faut se vendre coréen si on veut réussir là-bas. Et ils ne veulent pas prendre de risques? Ben non, le risque d'un échec serait catastrophique. Ah oui, c'est ça, Alors, le sponsor donc voit la publicité négative qui pourrait se produire. Non, mais ce que je voulais dire, c'était sur le plan, quand on vous a vu partir en mer, comme ça, il n'y a pas un sauveteur de la mer comme M. Carbonel qui vous a dit, là mon vieux, va pas trop loin, je n'irai pas te chercher? Si, mais heureusement j'ai eu affaire à quelqu'un comme M. Carbonel et non pas à quelqu'un comme beaucoup de gens qui émettent des théories, en voilà encore un qu'il faudra aller chercher, etc. C'est-à-dire à quelqu'un qui savait faire la différence entre quelqu'un qui part avec un matériel valable et certaines connaissances, et puis celui qui part non pas pour prendre des risques, mais parce qu'il n'a aucun sens du risque, qui part avec sa planche à voile et qui se fait embarquer par le vent et qu'il faut aller le chercher. Et j'ai eu affaire aux gardes-côtes américains qui sont restés avec moi pendant toute une après-midi, qui m'ont fait déballer tout mon matériel, qui m'ont posé un tas de questions, et au bout du compte, qui m'ont dit, bon, vous partez quand vous voulez, mais je suppose que vous savez qu'on ne pourra pas vous retrouver si vous arrive quelque chose. J'ai dit, je le sais, pas de problème. Et je suis parti. Donc il y aurait eu un grave pépin, c'était fini, il n'y avait pas de secours possible. Il ne fallait pas qu'il y ait de grave pépin, il fallait que j'emporte ma propre sécurité, qu'elle fonctionne, et au cas où ceci ou cela aurait cassé, j'avais toujours une arme de rechange, et il fallait que ce soit ainsi. C'est-à-dire que la première des vertus, si on peut dire, à cultiver dans ce genre d'affaires, c'est l'indépendance complète. Alors, on va continuer avec les témoignages parce que je voudrais passer encore un document maintenant avant d'entamer un petit débat. Je voudrais passer un document sur Jacques Mayol. Jacques Mayol, alors c'est une histoire absolument incroyable, votre histoire. Je l'ai lu moi dans Actuel, je crois qu'il y a 2 ans, et j'ai dit ça doit être bidonné, puisque Actuel a la réputation de bidonner. Pas du tout, il ne bidonne pas autant qu'on le dit, car c'était très vrai.
Vous êtes quelqu'un qui avait décidé de vous mettre dans la peau d'un dauphin, de devenir un dauphin et de descendre à des profondeurs où normalement aucun être humain ne peut descendre sans bouteille. C'est ça? C'est pas tout à fait ça. C'est qu'en 57, voyez-vous, j'ai eu l'occasion de travailler justement aussi aux États-Unis, en Floride, au Seaquarium de Miami. Et l'histoire est totalement vraie, je la répète, et une histoire vraie doit se répéter sans jamais la changer. Ce dauphin, c'était une femelle, elle s'appelait Clown, m'a démontré qu'effectivement l'homme avait en lui potentiellement des mécanismes, des facultés qui lui permettraient éventuellement, après un entraînement intensif, n'est-ce pas, de plonger sous l'eau en apnée comme un dauphin. Je dois préciser pour les spectateurs, n'est-ce pas, qu'on peut plonger avec des bouteilles. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'acné, c'est pas l'acné juvénile, hein, ça n'a rien à voir. Il faut bien différencier les deux choses. C'est qu'il y a des animaux sur cette planète, n'est-ce pas, qui vont sous l'eau, qui plongent sous l'eau, les poissons, mais respirent sous l'eau, au moyen des branchies. Il existe aussi des reptiles, les tortues, les serpents de mer, etc., les iguanes, qui, eux, ont des poumons, mais ont un métabolisme beaucoup plus lent que le nôtre, donc peuvent résister pendant des heures et des heures sans respirer. Mais il existe, et c'est là l'intérêt de la chose, des mammifères à sang chaud, comme nous, qui allaitent leurs petits, qui doivent respirer, qui sont encore liés à la terre, car ils doivent remonter à la surface pour respirer. Parmi lesquels les baleines, et spécialement les plus sympathiques, qu'on a appelés nos cousins marins, les dauphins, n'est-ce pas? Et c'est en étant avec eux, au contact quotidien avec Clown, que j'ai découvert, mais moi, au fond, je suis un peu comme eux, n'est-ce pas? Je peux faire de l'apnée. D'ailleurs, nous sommes tous capables de faire de l'apnée, de retenir notre souffle. Ça fait, comme disait le docteur Guilherme, partie de notre bagage génétique. Alors, nous sommes descendants d'êtres unicellulaires, c'est-à-dire que d'êtres qui vivaient sans oxygène. Au début de la formation de la Terre, il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. Donc, nous avons cette possibilité. Je raccourcis. Donc, c'est la chose qui m'a intéressé, voyez-vous, de descendre sous l'eau d'une façon très pure, comme un dauphin. Alors, il y a un film donc, qui a été tourné sur votre record. Vous avez l'année dernière battu un record, mais c'est pas un record sportif puisque c'est même pas homologué. Hein, c'est pas considéré comme un acte sportif. Ce n'est plus considéré comme un acte sportif depuis que la Confédération mondiale des activités subaquatiques, c'est-à-dire une espèce de comité olympique qui inclut 60 nations, n'est-ce pas, dans toutes les activités subaquatiques, à cause justement des dangers que ça représentait, et j'étais entièrement d'accord avec eux. Depuis 70, ce genre de performance n'est plus considéré comme un sport, mais fait partie de ce que la CMAS appelle des expérimentations appliquées. C'est-à-dire que nous nous entourons de physiologistes, de docteurs, d'observateurs. Nous continuons à atteindre des profondeurs impensables et incroyables chaque année, ainsi depuis 73. Mais vous dites nous, en dehors de vous, il y en a d'autres? Eh bien, il y en avait deux autres. Un Américain, Bob Croft, qui s'est arrêté en 68 à la profondeur de 70 mètres, puis un Sicilien, Enzo Maiorca, qui s'est arrêté, lui, en 75 à la profondeur de 87 mètres. Je suis le plus vieux de tous, et je suis celui qui a continué tout seul. Je suis le seul à... Alors, on va tout de suite voir ce document, et alors, on va le passer en partie en longueur, puisque ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous avez donc plongé après un moment de recueillement, de méditation et de yoga. Vous faites un peu de yoga pour... Bien, ça fait partie de mon entraînement, n'est-ce pas? C'est une discipline qui est tout à fait logique à suivre, puisque justement dans le yoga, n'est-ce pas, à des fins, disons, transcendantales, il y a ce qu'on appelle le contrôle du souffle, le pranayama, qui est une technique, une science du contrôle de la respiration. Car voyez-vous, le contrôle de la respiration permet de débloquer certaines fonctions qui sont normalement végétatives et d'en faire des fonctions volontaires, c'est-à-dire de faire comme le dauphin. Alors, on va tout de suite voir ce document à partir du moment où vous vous jetez à l'eau, et ça dure exactement le temps de la plongée, le temps réel. Voici... C'est parti. C'est mon ami Roger Morino qui a fait la plupart des prises de vue. En 1983. 10 secondes. 20 secondes. 35 mètres. 30 secondes. 40
40 secondes. C'est fantastique. Hein. « 50 secondes. 70 mètres. Jacques disparaît dans le noir. Un plongeur regarde sa montre. Essayez, ne serait-ce qu'à partir de Une maintenant, minute. ceux qui sont au plateau, de retenir votre respiration. Vous allez voir combien de temps vous tenez. 1 minute 10 secondes. Une minute 20 secondes. À 105 mètres, une caméra vidéo attend Jacques en compagnie de Pluto, un petit sous-marin. C'est en réalité un robot, n'est-ce pas? Ah, c'est un robot. Oui. Capable de... Voilà Jacques. 1 minute 40. Moins 105 mètres. 11,5 kg de pression par centimètre carré. Pas de problème. Jacques remonte à la surface, accroché à son ballon. Au profondimètre, moins 105 mètres. Image témoin de Pluto. C'est fou, hein. 2 minutes 10. Jacques continue sa remontée. À ce moment-là, j'ai déjà lâché le ballon. C'est ça. Je ouais. lâche à mi-chemin. 2 minutes 20. Le ballon m'aide à économiser un peu mon énergie et à Oui. ne pas dépenser trop d'oxygène. Ah oui, pour la descente. 2 minutes 30. Jacques lâche le ballon. Moins 50 mètres. C'est fou, hein. Ça, c'est le plongeur de témoignage qui témoigne avec ses bouteilles. Il y Ça, en c'est a- pas Jacques Mayol. il y en a une 43. dizaine. Il y a 2 aides. Ouais. 2 minutes 45. Je suis entouré de docteurs, de physiologistes, 2 minutes d'observateurs. 50. 2 minutes 55. Moins 35 mètres. 3 minutes. 3 minutes 5. Je sais, ça paraît Fantastique. incroyable. Pourtant, c'est là. 3 minutes 10. 3 minutes 15, surface. Mais Jacques Mayol, vous ne faites pas ça pour risquer votre vie, là. Vous n'avez pas le Non. sentiment de faire un exploit. Hein. Non, je crois que, et j'admire tout le monde ici, bien sûr, tous ceux qui sont sur le plateau, mais particulièrement Patrick. Oui, Monsieur Petit, je ne le connaissais pas. oui. Car je crois que nous sommes dans la même ligne de pensée, voyez-vous. Nous rejoignons un univers qui est plutôt mental que physique, dans lequel, j'aimerais citer ceci, ce n'est pas de moi d'ailleurs, c'est une pensée zen, et je crois qu'ils vont l'apprécier. L'infini est dans le fini du moment, voyez-vous. Nous sommes tellement incorporés au moment, au présent, ce moment qui passe, qui disparaît instantanément, que nous ne sentons plus rien, il n'y a plus de question de peur. Nous devenons en quelque sorte divins. voyez-vous. Ce qui est beau, c'est Philippe pas le nombre Petit. de secondes, Oui. le nombre de C'est ça, secondes, vous peu êtes d'accord importe. avec Bien moi, sûr. de Voir un homme qui va fouiller les limites de l'inconnu. Voilà. Et ça nous émerveille et ça nous fait regarder le ciel. Alors c'est magnifique. Et c'est extraordinaire. l'intensité de ce moment qui compte, voyez-vous. L'intensité du moment. C'est un espèce de coït mental, si vous voulez, avec la nature. Voilà. Et maintenant, sous l'eau, vous vous voyez- avez comme une Oui. espèce de Einstein dirait une espèce de contraction du temps, où chaque seconde prend une importance énorme, comme dans son cas, comme dans le sien, voyez-vous. Que le public qui est là pour nous, peut-être pour rire de nous, dire ce sont des fous, ne peut pas comprendre s'il n'a pas vécu ceci. Il faut vivre pour comprendre, il faut éprouver. Et maintenant, vous auriez envie d'aller à 110 mètres ou à 115? Je vais à 110 mètres, je continuerai, n'est-ce pas? Je ne cherche pas, oui, je me suis qualifié de chercheur, je suis curieux de nature, mais je ne fais pas ça dans le but de démontrer quoi que ce soit. Si je le fais avant tout, c'est d'abord parce que ça me plaît. S'ils le font eux, c'est parce que ça leur plaît. Ça leur plaît.
parce que je jouis à ce moment-là de ce qu'on appelle la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? On ne peut pas la définir. Au moment où on cherche à la définir, elle échappe à toute définition. Mais il faut la vivre intensément, cette vie. Et c'est en la soumettant peut-être à certains petits risques qu'on l'apprécie davantage. On apprécie toujours ce qu'on est sur le point de perdre. Et ça, c'est vrai. Merci Jacques Mayol. Maurice Herzog, lorsque vous êtes arrivé, on parle de celui qui est descendu le plus profond en apnée, vous avez été le premier à monter le plus haut, vous êtes monté à 8000, le premier 8000 à l'Annapurna. Je m'excuse avant, je voudrais rappeler, parce que le livre n'est pas sorti en France, mais Jacques Mayol a publié en Italie un livre, Homo Delphinus, aux éditions Giunti Martello, mais vous allez le sortir en français? Il est à l'étude en France avec les presses de la Cité. J'espère que... Mais pour ceux qui veulent déjà s'informer sur son travail, l'italien, il y a des documents extraordinaires. On peut vraiment voir tout le travail qu'a fait Jacques Mayol. Si vous voulez le feuilleter, je vous le mets là-dessus. Mais c'est sur le dauphin surtout. Non, c'est le thème justement et la symbiose. Dans le domaine de la mer, n'est-ce pas? L'homme est en train de détruire, l'homme technologique est en train de détruire la mer. Il n'y a aucun doute. Nous devons revenir à des valeurs plus simples, plus naturelles. Et prendre un peu l'exemple du dauphin, qui est un exemple de joie de vivre, de fraternité et de liberté, n'est-ce pas? Et qu'il nous demande qu'une chose, c'est qu'on lui foute la paix. Merci. Maurice Herzog, vous avez donc aussi connu, je suppose, la même joie qu'a connue Jacques Mayol quand vous êtes arrivé là-haut à 8000 mètres. Oui, ce qu'il y a de curieux, c'est que j'ai fait, je crois, les mêmes observations que Jacques Mayol. Pourtant, nous sommes dans des univers complètement différents. Il me semblait qu'effectivement, cette sorte de contraction du temps me permet, 20 ans, 30 ans après, d'analyser les quelques moments que j'ai passés au sommet de cette montagne et d'y repenser, mais sur une longueur très grande, qui n'a aucun rapport avec la brièveté du moment. Il me semble que je suis resté peut-être plusieurs jours au sommet de cette montagne. Je serais capable d'écrire, et d'ailleurs j'ai déjà un peu écrit, d'écrire des pages et des pages qui consistent à analyser finalement ce que j'ai ressenti. Or, ce que j'ai ressenti, c'était quelquefois un éclair, quelques dixièmes de seconde. Et il y a là une contraction qui est tout à fait caractéristique. Alors nous avons parlé jusqu'à présent des risques, nous n'avons pas parlé trop des périls. Vous avez souffert dans votre chair terriblement de cette expérience. Un de ceux avec qui vous avez fait l'ascension, c'est Lachenal. Oui, c'est Louis Lachenal qui était avec moi. Et lui a fini par perdre la vie. Ah oui, mais après. Après, dans une il autre a été ascension. blessé comme moi, il a été blessé. Mais quelques années plus tard, il a fait une chute dans une crevasse dans la vallée Blanche et il a été tué sur le coup. Mais vous-même, alors depuis, est-ce que vous n'avez pas parfois des regrets? Vous ne dites pas, j'aurais dû m'arrêter un peu plus tôt, j'aurais dû ne pas monter à 8000? Non, pas du tout. Je n'ai jamais eu ce regret, car il me semble que ce que j'ai en plus, et ce qui se voit d'ailleurs, est pour moi une satisfaction très grande. Jamais je n'aurais connu les satisfactions que j'éprouve actuellement, et depuis déjà quelques années, si je n'avais peut-être pas souffert comme j'ai souffert au cours de cette aventure. Vous en souffrez encore, je crois que vous avez encore des séquelles. Enfin, pas trop, non, je me suis habitué, c'est une seconde nature maintenant, peut-être la station de boule longue, peut-être me fatigue, mais enfin, pour le reste, je me suis débrouillé. Parce que, vous savez, dans un sens, vous voyez ce que j'ai en moins, mais moi, je sais ce que j'ai en plus. Didier Pironi, tout le monde sait que vous sortez d'un grave accident, d'ailleurs vous avez encore une canne, et je ne veux pas vous demander de retracer votre carrière, parce que alors, je crois que tout le monde la connaît, les courses automobiles on les suit, on ne va pas retracer votre palmarès. Alors je vais tout de suite attaquer la deuxième partie de l'émission en vous posant une question un peu provocante. Hein. C'est Laurent Dispo qui dans Pariscope avait écrit un article où il parlait de vous, et il disait entre autres que les fréquences shows télévisées de Didier, je crois qu'il l'a fait au second degré, hein, je crois, il est trop intelligent pour l'avoir fait au premier degré. Les fréquences shows télévisées de Didier Pironi, d'ailleurs bien sympathique, auxquelles on fait redire avec complaisance qu'il s'empressera de remonter dans un bolide de la mort dès qu'il aura retrouvé l'usage de ses jambes après un terrible accident de Formule 1. Combien ont coûté ces opérations, véritable prodige chirurgical à la sécurité sociale? Est-il décent, au moment où va tomber un impôt supplémentaire pour combler le déficit de la sécurité sociale, d'insister à ce point sur une résolution de recourir qui peut apparaître de toute évidence comme un signe de gaspillage et de frivolité? Malheureusement, j'ai une réponse qui, je crois, n'incitera pas beaucoup le débat ce soir. C'est que j'avais absolument aucun rapport avec la sécurité sociale. J'avais une assurance privée qui m'a couvert d'ailleurs relativement mal.
mais ça n'a absolument rien coûté à la communauté. Alors, est-ce que vous vous souciez de ce problème? Par exemple, Gérard d'Aboville, est-ce que dans cette société où il y a des précautions à prendre, est-ce que vous pensez, vous avez la sécurité sociale, vous avez une caisse de retraite, vous avez tout ça? Oh là là, n'en parlez pas. Oui. C'est pas de cotiser qui me fait mal, c'est les papiers. Et oui, je suis soumis à tout le régime de paperasse, etc. Comme je suis plutôt indépendant, aussi bien dans mon travail que dans le reste. Je m'en sors pas, c'est épouvantable. J'ai des papiers qui traînent, que j'oublie de renvoyer. Oui, mais vous y reçois pensez, des je veux dire, rappels. en dehors des Mais j'y papiers. pense parce que je suis obligé, parce que Vous êtes sinon obligé. ça double, etc. Parce que j'ai une petite famille avec des enfants. Ouais. Mais je dirais que pour moi c'est une corvée sans nom. C'est toute cette espèce de paperasse qui va avec. Je ne sais même pas combien ça coûte. Je crois que ça coûte assez cher. Mais surtout, c'est le cirque de la paperasse qui m'oblige d'ailleurs souvent à payer quelqu'un pour le faire parce que je m'y retrouve plus. Mais des gens comme Pironi, il nous dit qu'il a une assurance, mais par vous, Edlinger, par exemple, ou Mayol, vous n'avez pas d'assurance pour ça, vous n'êtes pas des travailleurs, en plus vous n'êtes pas à la sécurité sociale, si? Non, mais j'ai une assurance aussi Privée. privée, et Oui, c'est ça. très chère d'ailleurs. Didier Pironi, est-ce que lorsque vous voyez les exploits que les autres ont fait, est-ce que vous vous sentez autant en danger qu'eux lorsque vous faites une course automobile ou pas? Je crois qu'il va y avoir pas mal de points communs. En tout cas, je crois que tous, autant qu'on est autour de cette table, tout ce qu'on fait, on le fait d'abord par passion. Je crois que ça, c'est le point commun qu'on a tous. Maintenant, le danger, c'est un deuxième point commun, mais je crois que c'est plus une coïncidence qu'autre chose. Je crois que ce qui nous motive d'abord, avant d'affronter les dangers et les risques, c'est la passion. En matière de sport automobile, ça commence d'ailleurs avec relativement peu de risques, parce qu'on commence tous par des formules de promotion qui sont relativement peu dangereuses, et puis au fur et à mesure que l'on gravit les échelons du sport, on est affronté à des risques de plus en plus grands et importants, et que l'on s'efforce d'ailleurs de réduire au maximum. Donc on ne fait pas ça par goût du risque en tout cas, et on n'est pas, comme c'est encore malheureusement et trop dans la tête de beaucoup de gens, des têtes brûlées qui voulons absolument affronter le danger quoi qu'il arrive. Alors, je voudrais avoir l'avis d'un témoin comme ça. Madame Jacqueline Alexandre, vous êtes d'une profession qui, à part incident, est une profession calme. Vous êtes charcutière à Paris. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces risques tous, de ces casse-coups? C'est une passion qu'ils ont. Hein. Oui. Mais vous savez, lorsqu'on fait quelque chose que l'on aime, même dans mon métier, moi aussi j'ai des risques. J'ai un grand couteau comme ça. Je peux m'ouvrir le ventre, je peux... et je sais pas... Mais vous les admirez ou vous les trouvez qu'ils ont tort de faire des... Ah non, je les admire. Vous les admirez. Ah, ça, mais je vous les les admire. admirez en leur donnant raison de prendre des risques pareils? Oui, puisqu'ils aiment faire. On est obligé de leur donner raison, puisqu'ils aime ce qu'ils font. Hein. Bon, tenez, regardez, voilà Goth qui vous trouve que vous aussi vous prenez des risques, regardez. Madame Lagarrosse, vous avez un métier, vous êtes, allez, attendez, donc qu'est-ce que vous faites dans la vie exactement? En dehors d'être vice-présidente de l'association des droits du piéton. Je suis trésorière de l'association des droits du piéton et je m'occupe des questions de sécurité. Et autrement, je ne fais rien, je vis des rentes de mon mari qui est dans l'assurance. Elle vous coûte très cher, messieurs, vous venez de le dire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez quand vous les écoutez? Ah bien, écoutez, si je réponds d'une façon personnelle, comme la plupart d'entre nous ici, j'admire ces messieurs. Mais je dis qu'ils font partie d'une catégorie de sportifs d'exception et même qu'ils forment, disons, le sport de performance. Que par conséquent, il y a les gens qui prennent les risques pour eux-mêmes, et des gens comme ces messieurs qui les calculent, qui les organisent, et qui finalement sont des gens sérieux, du moins à mon point de vue. Puis vous avez ceux qui prennent les risques pour eux-mêmes, mais qui ne sont pas sérieux, mais alors là, on déborderait beaucoup de vos sujets, parce que je pense aux alcooliques, aux drogués, ou choses comme ça. Et puis ensuite, vous avez ceux qui prennent les risques pour les autres. Alors là, il y a une catégorie innombrable de gens. Et puis ensuite, eh bien, il y a les malheureux dont je m'occupe, qui subissent les risques. Alors, dans la population qui subit les risques, eh bien, je dirais qu'il y a la population des piétons par rapport à la motorisation. Et donc, j'en viens évidemment à l'accident de circulation. Et tous les risques même que prennent ces messieurs individuellement ne sont pas comparables aux risques des piétons dans la circulation motorisée telle qu'elle existe en France
Alors, chaque jour. Chaque jour, 35 morts, chaque jour, 1000 blessés. Sur ces 10 enfants, un sera tué ou grièvement blessé dans un accident. La circulation avant ses 18 ans si nous ne faisons rien. Voilà. Oui. Alors évidemment, le cri que je peux élever tout de suite, c'est faisons quelque chose. Car il est possible de faire quelque chose. Pour faire quelque chose, il faut simplement que tout le monde prenne conscience que l'accident de la circulation, ça n'est pas du tout une fatalité, mais que ça répond à évidemment énormément de critères. Et voilà que... un dessin de Goethe. Oh, attendez, on va le revoir parce qu'il est... C'est un vrai petit dessin animé qu'il a fait. Regardez un petit peu, il illustre ce que vous êtes en train de dire. On va le revoir. C'est formidable ce qu'on fait avec l'ordinateur. Ça va repasser tout de suite. Donc, continuez de parler, je vous en prie, madame. Non, le revoilà, tenez. Ah non, regardez. Je voulais voir aussi. Et voilà. Oui. Oui, alors, mais ce qu'il y a, c'est que, la question que je voulais vous poser, donc vous vous battez en ce moment pour un projet de loi pour que les gens soient mieux assurés lorsqu'ils se traversent en dehors des clous, lorsqu'ils sont comme ça renversés par une voiture. C'est-à-dire que nous battons pour deux choses. Nous nous battons d'abord et en premier chef pour la sécurité. Car ce que nous voulons, c'est de la sécurité et de la prévention et pas de la réparation. Mais dans la mesure où l'égoïsme de la civilisation mécanique, je nie un peu parce que j'avais pris quelques notes, je ne suis pas habituée à vos caméras. Oui, mais il ne faut pas trop lire dans cette émission. Non, mais un petit peu, quelques notes que j'avais prises. On va tout dire, hein, je prends mes risques aussi. Je dis donc que l'égoïsme de la civilisation mécanique a fait que la machine a pris le pas sur l'homme. Eh bien, et les autorités ont été dans l'impossibilité, dans l'incapacité, l'urbanisme d'ingérer, par exemple, le garage dans l'habitat. Attendez, ça on sort de sujet. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, c'est que, voilà, d'après ce que j'ai compris dans ce projet de loi, lorsque quelqu'un va traverser, si ce projet est accepté, ce projet de loi, si quelqu'un traverse n'importe où, n'importe comment et se fait écraser, ben, il sera couvert ensuite, s'il survit, bien sûr, il sera couvert par une assurance. Mais est-ce que c'est pas encourager encore plus les gens à avoir toujours quelque chose qui les protège? Alors maintenant... Non, mais j'attendais cela, monsieur. Oui. Voilà. J'attendais cette question, c'est certain, elle était infaillible. Ouais. Alors je vais vous dire, il y a 46 millions de Français, 47 millions entre 3 et 77 ans, qui sont donc des piétons. Il y a, piétons et cyclistes, environ 60 000 accidents par an. Vous faites le rapport de l'inconséquence des piétons, c'est à peu près 1 pour 1000. Vous avez 24 millions de véhicules à moteur, 2 roues, 4 roues et plus, et vous avez 5 220 000 accidents par an. Ce qui fait un rapport d'environ, c'est approximatif, mais enfin c'est très proche de la vérité, environ 20%. Alors, où est la conséquence? L'inconséquence. Et quand on dit « Oh, le piéton », soyons sérieux, c'est pas la pensée à l'avance de recevoir une indemnisation qui va redonner la vie au défunt et rendre, disons, son autonomie à un membre broyé. Donc, c'est pas la pensée de recevoir une petite indemnisation qui va rendre le piéton plus ou moins imprudent. Ouais. Il est Alain simplement... Gérard Slama n'apparaît non, tout à fait de votre avis, là. Il est simplement question de dire qu'enfin, il faut donner la priorité à l'homme sur la machine. Et d'ailleurs, on enfonce une porte ouverte. Parce que si la justice, les mécanismes de l'assurance, etc., n'avaient pas joué dans un sens qui lui est très favorable, l'article 1384 du Code civil, il y a bien longtemps que tous les piétons victimes d'accidents seraient indemnisés. En plus... qu'est-ce que ça va coûter? Parce que vous avez commencé à parler un petit peu... Non, mais ça, parlons pas des coûts, ça, c'est pas grave. Ce que je voulais savoir, c'était le principe. Là, je parle sur les principes. Alors, le principe, nous sommes tout à fait favorables à ce projet. Ouais. Il est, en plus, les risques sont disproportionnés. Tenez, monsieur... Non, mais attendez, je voudrais savoir pourquoi, monsieur Slama, vous avez hoché la tête pendant qu'il disait ça, madame Lagarde. Parce que je suis à la fois tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre, pour des raisons très différentes, et que ce que je trouve absurde, c'est cette espèce de symbole de notre vie, que ce soit notre vie sociale, notre vie politique, qui veut qu'il y ait une guerre entre les piétons et les automobilistes. Je dirais que je comprends tout à fait que le piéton soit totalement couvert dans le principe de cette loi-là qui est en gestation, parce que tout simplement il n'a que sa peau, que c'est sa vie qui est en jeu et que face à une bagnole, il est évident que les risques ne sont pas du tout les mêmes. Et donc à cet égard, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce que je trouve absurde, c'est que
Je suis persuadée que votre association veut simultanément pénaliser les automobilistes. Absolument pas. Alors là, excusez-moi, je vous faisais un procès d'attention. Absolument pas. Monsieur Pollack n'a pas dit que je m'occupe également d'une association de victimes de défense d'accidents de la circulation, quels qu'ils soient. Voilà, et que nous disons qu'il n'y a pas deux sortes de citoyens. Il y a un citoyen qui effectue des déplacements et que cet individu est parfois piéton et parfois automobiliste. Seulement le malheur, c'est que lorsqu'il est automobiliste, eh bien son comportement change très souvent. Il s'imagine avoir une priorité totale et il est peu respectueux des droits du piéton. Mais dites-moi, madame, si par exemple M. Fay, là, tout d'un coup, faisait un mouvement en disant les victimes des pirates des Caraïbes, ils devraient être protégés, il devrait y avoir une loi parce que lui, le malheureux, il est revenu avec sa chemise et encore, on lui en a prêté une. Alors je ne pense pas qu'il ferait une observation comme cela, puis il faut comparer ce qui est comparable. Ouais. Non, mais en définitive, quand même, Fay, oui. il est, apparemment, on a une chance sur 5 d'avoir un accident de la circulation en France, donc, puisque c'était 20% votre chiffre. Bon, c'est pas le chiffre qui correspond aux navigateurs. Hein. Je pense que tout le monde qui navigue est d'accord avec moi. Hein. Dites-moi, je voudrais, avant de continuer, Monsieur Bockel, oui. Je voulais simplement dire que Monsieur Petit, tout à l'heure, faisait allusion au piéton qui se trouvait sous lui, et lui-même disait également qu'il prenait beaucoup plus de risques, ou alors c'était vous-même, prenait beaucoup plus de risques dans la vie de tous les jours, mais je crois que, en citoyen bien protégé et un certain nombre de droits, cela vous permettra encore mieux de réaliser vos exploits, car cela vous les pensez, vous les prenez vous-même, ces risques-là. J'ai l'habitude de dire, et les compagnies d'assurance qui doivent assurer mes grandes traversées, pas m'assurer moi parce que je ne veux pas être assuré, sont d'accord avec ça, qu'il est bien plus dangereux d'être piéton que funambule. Vous croyez? La défense du piéton, c'est de la légitime défense, au meilleur sens du terme. Surtout qu'il ne faut pas oublier, et il faut considérer les conditions dans lesquelles le piéton, en ville surtout, c'est un peu différent dans les campagnes et sur les routes, mais les circonstances dans lesquelles se font les déplacements des piétons dans les villes. Vous êtes à Paris, vous n'avez qu'à simplement ouvrir les yeux autour de vous. Vous voyez les voitures sur les trottoirs, vous voyez... Enfin, c'est impossible. Moi, je sais pas, mais quand je traverse en dehors des clous, je me dis tant pis, c'est tant pis pour moi, hein, si je suis pressé... Oui, mais alors en plus, je me permets, je vous interromps beaucoup, mais pour une fois... Je suis idiot de dire ça. Vous êtes là pour 1000. C'est un mauvais raisonnement, il y a des gosses... Voilà, oui, mais voilà, justement... Ils peuvent courir après un ballon, et puis il y a des gens qui sont âgés, qui ne comprennent rien, et puis qui traversent comme ça en regardant du mauvais côté. Il faut tout de même conduire en Angleterre pour se rendre compte de ce que c'est qu'une société où là le piéton, enfin l'automobiliste a un peu plus le sens des responsabilités. Mais moi j'ai failli écraser un piéton en Angleterre parce qu'il s'est avancé sur un passage clouté. J'étais certain qu'il n'allait pas s'avancer en voyant une voiture arriver. C'est vous dire à quel point on a des réflexes à l'envers. C'est ce que je me dis. Maintenant, c'est pas cette loi qui responsabilisera l'automobiliste. Sylvain Saudan, oui. En tant que conducteur, je me dis toujours, lorsque je vois un piéton, même sur un passage pour piéton, je me dis, il ne connaît pas le danger, il ne sait pas ce que c'est que le danger. Très souvent. Et lorsque je traverse une route, eh bien je prends presque autant de risques que l'une de Saint-Asti. Il me faut absolument quand même préciser, parce que c'est très important, que dans les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure, la moitié des piétons accidentés sont quand même considérés automatiquement comme non fautifs et reçoivent déjà l'indemnisation dont on parlait. Et que c'est l'autre moitié, celle que le projet de loi tente à garantir à l'heure actuelle, elle concerne justement ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire les enfants et les personnes très âgées qui sont très inadaptées à la circulation telle qu'elle se fait à l'heure actuelle. Et il faut absolument, si nous ne sommes pas du tout anti-automobilistes, il faut que les automobilistes perdent aussi cette image du piéton qui fait n'importe quoi. Bon, je voudrais revenir au sauveteur un peu là. Monsieur René Thévenin, vous êtes marin-pêcheur à l'île de Chauzet. Et je voudrais que vous me racontiez, un jour, vous avez été amené à sauver un touriste, là, comme ça, qui faisait du bateau. Non, si, il me semble que... Je suis plusieurs fois. Plusieurs fois. Ah oui, vous êtes sauveteur de la mer. Oui, il y a 25 ans que j'y suis. Je viens de faire pendant 20 ans patron, depuis 5 ans président, et j'ai abandonné depuis quelques semaines. Et d'une façon générale, vous n'avez pas l'impression que certaines personnes, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils s'achètent un petit voilier, là ils s'en vont en mer, ils ne savent absolument pas naviguer? Ah oui, mais ça c'est le gros risque. Oui, Carbonel me dit aussi. Là, c'est ça. Le bon navigateur, comme ces messieurs là présents, ils n'ont jamais de problème. Mais c'est laoutien, comme on appelle ça. Sauf que c'est un pirate, mais il n'y a pas de pirate. Il n'y a plus de pirate à oui, mais enfin, c'est pas... Dites-moi juste une petite anecdote en passant. Je crois qu'un jour, vous avez sauvé comme ça un bateau et ils vous ont très mal reçu, finalement. Ah oui, non, pas mal reçu. Ils m'ont très bien accueilli. Grand message de détresse et tout. Bon, j'étais sur les lieux et il y avait une bonne petite brèche dans la coque.
une très belle vedette de 15 mètres. Et il y avait un trou qui faisait 1,50 m de long, à peu près sur 15 cm de large. Bon, alors, on n'avait qu'une chose à faire, malgré qu'on avait une motopompe, c'était d'obstruer le trou. Hein, alors, j'ai demandé s'il y avait des serpillers à bord. On m'a dit oui, il y en a 2, 3, mais bon, ben, j'ai dit, maintenant, donnez-moi des serviettes éponges, hein, pour calfater. Hein. Et la dame qui était là, très hautaine, hein, m'en a donné une seulement. J'ai dit, bah, qu'est-ce que vous préférez, vos serviettes ou la baignade? Alors là, il m'a donné quand même son paquet. pour sauver sa vedette. Je voudrais voir un autre aspect encore, c'est Monsieur Jean Piette, vous êtes à Biscarrosse et vous êtes responsable de la sécurité des plages là-bas. Et on sait que la mer n'est pas toujours très bonne, elle est dangereuse dans votre coin vers le Oh, elle est dangereuse, on dit qu'elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour les gens qui ne la connaissent pas. Ouais. Moi je dis une chose, c'est que la mer, il faut l'aimer déjà au départ. Et d'autre part, il faut que le grand public sache une chose, que la mer, ce n'est pas une piscine. Et en définitive, c'est ça le gros problème. Pourquoi on se noie sur les côtes landaises? Eh bien, on se noie sur les côtes landaises par rapport à des baïnes. Des baïnes, c'est peut-être un peu barbare, mais c'est un peu ça. Je vais vous la décrire. Oh non, ça c'est pas la peine. Non, Si, parce que là, si. non, vous n'avez pas Mais le temps non, de me mais, dégager. Non, c'est pas ça que je voudrais vous demander, monsieur Piette. Ce que je voudrais vous demander, c'est que, étant donné qu'il y a un certain danger, que vous avez installé un dispositif de protection, et du coup, est-ce qu'il est interdit de se baigner dans les endroits non protégés? Eh bien non, parce que la loi n'interdit pas quelqu'un d'aller se noyer. Ah. Hein, c'est ça le problème. Mais vous souhaiteriez qu'il y ait une loi? Je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même quelque chose, à savoir que les gens qui vont se baigner dans des endroits qui sont dangereux, il faut qu'ils se mettent bien dans la tête, c'est qu'ils mettent la vie des sauveteurs en danger, parce que si c'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour le sauveteur également. Hein. Le sauveteur, lui, il aura l'expérience, mais quelquefois, il va arriver, comme c'est bien en dehors des zones de baignade qui sont surveillées, il va arriver en retard. S'il arrive 9 minutes après, eh bien, c'est un cadavre qui va repêcher, vous comprenez? Et c'est ça le gros problème. Alors, ça nous met en définitive un gros dispositif sur la plage de Biscarrosse, par exemple, qui a une superficie de 4 km de long, avec d'innombrables baillis de tout le long. On a environ, cette année, on va mettre 20 sauveteurs. Ah oui. Donc 20 ça sauveteurs. vous coûte cher. Et ça nous coûte énormément cher. Comme matériel, on y met 3 engins tout-terrain, parce que 4 km, il faut y aller. Hein. On va mettre en place 3 postes de secours. Hein. Bon, mais alors là, je voudrais vous poser une question pour amener le débat final. Je me souviens, moi, aux États-Unis, d'avoir été sur une plage où il y avait un monde absolument fou, parce que c'était, je crois, un dimanche de week-end d'été, et donc, moi, je ne pouvais pas me baigner, j'ai horreur de me baigner au milieu de la foule, donc je suis allé un petit peu plus loin, il n'y avait personne. Et là, je me suis fait siffler par les maîtres nageurs qui m'ont absolument interdit d'aller me mettre à l'eau en me disant c'est interdit, c'est pas surveillé. Et moi, j'étais révolté ce jour-là, et je le suis toujours, parce que je me dis si j'ai envie de risquer ma peau, je préfère aller me baigner là où il n'y a personne, sinon je ne me baignerai pas. Ben, c'était pas autorisé. Philippe Petit, vous êtes comment? Vous auriez été vous baigner là où il faut les laisser se noyer, ou alors il faut mettre un mur en béton et qu'il n'y ait plus de plage. mais il ne faut pas empêcher aux gens de vivre la vie qu'ils veulent, et si la vie qu'ils veulent, c'est d'aller se promener vers les limites, ou alors il faut dire attention, limite, et là vous passez si vous avez envie de passer. Voilà. Oui, mais alors monsieur Petit, je vais vous répondre, parce que j'ai un cas bien concret. Si on part de ce raisonnement, eh bien, je peux vous dire que le maire de la commune de Biscarrosse, avec un raisonnement comme ça, il a été condamné, vous comprenez? Ah, bah oui, mais alors c'est là où la loi est mal faite. Eh oui, eh oui. Alors, c'est là où je voudrais... Il a été condamné. Maurice Herzog. Il est responsable de l'ordre public. Mais de l'ordre public, voilà. Je l'entends comme ça. J'ai connu ça. Alors à Chamonix, voilà le problème. nous avons exactement les mêmes problèmes. Nous voyons des tas de gens qui arrivent en espadrille, Sylvain Saudan peut en témoigner, qui vont en haute montagne et puis ont des accidents. Mais ils n'ont pas déclaré avant de partir, surtout ne venez pas me chercher.
Et de toute façon, le maire de la commune est responsable. Mais absolument. Donc il faut organiser les secours. Enfin, c'est tout un enchaînement. C'est pas grave, mais mettez vos barbelés ou mettez vos interdictions, et ceux qui veulent vraiment découvrir la mer, ils iront. Et non, mais le problème n'est pas là. Hein. Non, le ce que je voudrais voir, là, c'est sur un plan de société, pour terminer, c'est-à-dire sur un plan peut-être, je sais pas, de mentalité, Monsieur Slama, par exemple. Est-ce que vous pensez que cette espèce d'assistance permanente finit par... le mariage aussi, ça peut être dangereux, nous dit Goethe. Est-ce que cette assistance permanente ne crée pas une mentalité d'assister, justement, qui fait que les gens ne prennent plus de risques? J'en suis persuadée. Le pense aussi. J'en suis persuadée. Je crois que tout ce que nous venons d'entendre pendant cette soirée, qui était pour moi très passionnante, et dont l'intérêt était partagé. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont pris des risques aussi considérables que tous ceux qui sont ici éveillent un écho chez les autres. J'ai entendu une dame dire, eh bien moi avec mon couteau de charcutière, je prends des risques. C'était une boutade, mais une boutade qui va loin. Je dirais que la jeune fille qui a envie de traverser l'esplanade du Louvre sur son Solex sans casque prend aussi un risque à sa manière, qu'elle fait elle aussi un choix. Et que ce qui me paraît dangereux, c'est le seuil à partir duquel, méconnaissant totalement l'appétit de risque des gens, on prétend se substituer à eux dans le choix qu'ils font de prendre un risque ou de ne pas le prendre. Il y a, dans un sens, bien sûr, des risques absurdes. C'est comme les langues d'Ésope, c'est la meilleure et la pire des choses. Il y a les risques qui ne dépendent pas de nous. Il y a des choses, effectivement, j'estime que, et là je suis absolument d'accord avec vous et avec M. Herzog, dans le cas de quelqu'un qui est en espadrille pour faire de la montagne, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas au fait des risques qu'il prend. Mais le plus souvent dans la vie quotidienne, nous savons quand même les risques que nous prenons. Il est pieds nus, hein. Oui, mais attention, il y a tout un apprentissage. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès libertaire. Je crois qu'il y a vraiment, alors là, c'est un propos de modération que je voudrais tenir. Il y a à la fois les réglementeurs à tout craint, et puis les libertaires. Et je crois que c'est entre ces deux limites qu'il faut nous tenir en nous disant surtout, en posant surtout un principe, c'est que la réglementation doit être perçue comme l'exception et que la prise en compte par l'individu de sa responsabilité doit être la loi générale. Nous avons vu ici, je termine d'un mot, mais je voudrais terminer dans la mesure où j'ai peur de ne pas avoir de nouveau la parole, je crains quelque chose. Je crois que tous ces hommes qui ont pris des risques apparemment gratuits, absurde, à la limite que c'est sot, que c'est bête, n'est-ce pas? Non, il y a que ça d'intéressant, c'est l'inutile, c'est l'absurde, c'est la poésie. Mais en même temps, c'est sinon beau, on regarde le sol. Et en même temps, c'est utile. Ah, et en même temps, c'est créatif. Après tout, Garnerin, hein, le premier bonhomme qui s'est lancé avec un parachute dans le vide, eh bien, peut-être qu'il ne pensait pas que ça donnerait quelque chose qui, après tout, a eu une longue postérité, et pas seulement les régiments de parachutistes, monsieur. Ce qu'il faut éviter, Monsieur Carbonel, oui. Ce qu'il faut éviter, c'est que les gens copient ces messieurs. Que ce soit pour la mer, que ce soit pour la mer, que ce soit pour la montagne, le funambulisme, c'est ça. Les gens prennent là, ils prennent un livre, ils vont lire les livres de monsieur, comme monsieur Herzog, ces messieurs qui ont fait ça, comme livre l'automobile. Ils vont prendre des risques là. Et alors c'est à ce moment-là qu'on rentre en jeu. Mais qu'ils copient leur enthousiasme. Alors je vous signale que j'ai reçu une lettre. Oui, Saudan, oui. Non, je veux dire quelque chose. Je me trouve très souvent auprès des jeunes où je montre des films. Et bien sûr, il y a toujours des conversations après les films. Et je constate une chose, c'est que tous ces jeunes, si je peux faire une comparaison, je ne veux pas dire que je suis de l'ancienne génération, mais je suis entre les deux, eh bien, il y a une mentalité qui a changé, il y a une notion de risque qui a changé, et il y a des motivations qui ont changé. Et il y a une chose qui a beaucoup changé, c'est que les jeunes baissent les bras dans la vie en général, et qui n'ont plus la notion de risque. Ils ne savent plus où commence le risque et où finit le risque. Et d'autant plus qu'ils n'ont pas... Et d'une part... Non, c'est vrai. Et d'une part, ils n'ont pas de responsabilité très jeune. Je prends cet exemple. Quand on est à Chamonix, au sommet des Grands Montets, vous avez 212 escaliers à descendre. Il n'y a pratiquement plus un jeune qui peut descendre d'une façon très à l'aise les escaliers avec des chaussures de ski, et Dieu sait si aujourd'hui elles sont confortables. Pourquoi? Ils ne savent même plus marcher. Mais c'est vrai, mais vous pouvez constater. C'est terrible. Non, je crois que c'est un peu exagéré. Ben, je vois ça tous les jours, j'ai encore vu aujourd'hui. Les motivations des jeunes à l'heure actuelle sont peut-être un peu différentes.
Et puis il y a une autre chose. Regardez l'exemple des lingers. Si vous aviez fait ce que vous faites là, à l'époque de l'alpinisme authentique et classique, on vous aurait dit c'est pas possible. Je ne sais même pas si on l'aurait laissé faire, Maurice Herzog, il y a 30 ans. Laissé faire, je pense. Oui. On l'aurait laissé faire, mais on l'aurait pris pour un fou. Oui, je pense qu'on l'aurait laissé faire. Pour un fou. Mais vous pensez qu'on vous prend pour un fou, certains? Un petit peu, oui, je pense. Ils ne sont pas conscients de toute la préparation qu'il y a derrière. Enfin, je pense que c'est pas tellement important. Hein. Je crois que la vie passe très vite. La plus belle des choses qu'on ait, c'est la liberté de s'exprimer dans le chemin qu'on a envie de suivre. Et puis je crois que ça s'arrête là. Et puis il y a une chose pour les jeunes aussi. Il y a une chose pour les jeunes, ils n'ont pas de possibilité de rien faire. Dans le temps, ils pouvaient conduire vite. Heureusement, c'est pas un exemple que je donne qu'il faut conduire vite. Mais il y avait des possibilités. Il y avait des soupapes. Il y avait des soupapes. Et aujourd'hui, il n'y a plus de soupapes. Ils sont canalisés et il n'y a plus de possibilité ou alors ils n'ont plus de venin. L'avis d'une étudiante avant, et Jean-Marie Bockel, oui, je vous donne la parole aussitôt après. Oui, mademoiselle. Je voudrais dire quelque chose, effectivement, j'ai 22 ans. Laurence Saint-Jean, étudiante en gestion à Dauphine, c'est ça? Oui, allez-y. J'ai 22 ans, je finis mes études à la fin de l'année, et je suis prête à prendre un maximum de risques pour réussir ma vie professionnelle. Et je crois que, effectivement, quand vous dites que les jeunes ne prennent pas de risques, moi je ne suis pas tellement d'accord avec vous. Je crois qu'au contraire, moi je juge sur une minorité d'étudiants qui sont dans la même faculté que la mienne, mais on est prêt au contraire à prendre un maximum de risques. J'aimerais bien que vous ayez raison. Pour, professionnellement parlant, je dis bien, mais pour réussir notre carrière professionnelle, parce que c'est important avant tout, surtout actuellement en 1984. Un mot, Maurice Herzog, et je voudrais que Jean-Marie Bockel aussi nous dise son point. Oui, et je crois d'abord il faut définir ce qu'est le risque. Il y a le risque. Vous voyez, être travaillé dans les banques, c'est dangereux aussi. C'est vrai. Oui, je disais que même il faudrait définir ce qu'est le risque. La notion de risque, il peut y avoir un risque physique, en montagne, dans la mer, il peut y avoir un risque dans la vie professionnelle, il peut y avoir un risque dans l'innovation, dans la découverte, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est d'avoir conscience de ce risque, et deuxièmement, de pouvoir l'estimer. Et ça, c'est cela que nous devons apprendre à tous ceux qui nous entourent, et en particulier aux jeunes. Didier Pironi. Oui, je crois qu'il y a en tout cas dans la notion de risque une chose, c'est que plus les gens sont assistés, moins ils ont l'impression de prendre des risques dans tout, je veux dire dans la vie, sur la route, etc. Pour parler d'une chose que je connais bien, sur la route par exemple, je crois que plus on mettra des panneaux, plus on mettra des priorités à droite, à gauche, dans tous les sens, plus les gens qui seront sur la route se sentiront assistés et protégés. Et c'est un faux problème parce qu'en fait ça va un petit peu à l'envers de la réalité, de penser ça. Le jour où vous ne voyez pas le panneau, c'est l'accident. Je crois que dans la vie, c'est un peu comme ça. Il y a un pays où on conduit très bien, c'est l'Argentine, parce qu'il n'y a pratiquement pas de code de la route, et les gens conduisent à l'intuition. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'accident. Je dis que les gens conduisent bien, ce qui est une différence, parce qu'il y a toujours des gens qui sont inconscients au volant. Les gens conduisent bien parce qu'ils conduisent intuitivement et parce qu'ils savent où sont les risques et ils s'arrêtent à tous les carrefours quand ils ne veulent pas en avoir. Alors, oui. Ce n'est pas avec des codes oui, qu'on donnera aux gens absolument, je suis entièrement d'accord. Responsabilité. C'est en revanche, quelquefois, avec des sanctions. Absolument. Alors, Jean-Marie Bockel, qu'est-ce que vous pensez quelque chose. Votre métier, vous êtes député, vous faites voter des lois, vous êtes justement pour apporter aux gens le maximum d'assurance et de sécurité. Est-ce que vous n'avez pas conscience parfois justement que c'est en porte-à-faux parfois, à force de leur apporter trop de lois, de trop les protéger? L'excès de loi n'est pas une bonne chose, mais je crois que toutes les assurances, toutes les sécurités, toutes les protections, ça a un intérêt pour permettre justement de se libérer, si vous voulez, d'un certain nombre de contraintes et pour véritablement prendre des risques. Et tout à l'heure, je m'oppose un petit peu à ce que disait monsieur sur le conflit de génération, tout en admirant ses exploits, mais là je crois qu'il ne faut pas non plus se tromper nos positions. Mais les gens prennent de plus en plus de risques. Moi je rencontre de plus en plus de jeunes au niveau de l'entreprise, au niveau de leur métier, au niveau même de leur réflexe de solidarité, qui prennent des risques. Moi je ne suis pas masochiste à ce niveau-là. Et tous ces personnes qui ont fait des exploits, je pense effectivement que ce sont des exemples. C'est très important qu'il y ait cette possibilité, que tout le monde à la limite puisse accéder à cela. Et puis dans le même temps, je crois qu'il y a le risque voulu, et puis il y a le risque subi. Et le risque subi, c'est quelque chose tout de même que la société doit pouvoir prendre en compte. Pour pouvoir prendre des risques, nous avons pris des risques, j'ai pris des risques, nous prenons des risques. Pour pouvoir les prendre, il faut être armé. Je prends un exemple quotidien et je ne voudrais pas déplacer le débat, mais par exemple le risque subi de la perte d'emploi, c'est quelque chose de terrible. Eh bien,
il y a un apprentissage, on peut se former, et tout ce travail-là, si vous voulez, c'est pas le libéralisme absolu qui doit le permettre. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer les risques qu'on est capable de prendre, et qui sont quelque chose d'extraordinaire. J'ai entendu les mots de passion, les mots d'infini, et en même temps, bon, la protection sociale, encore un mot si vous permettez. Bon, l'assurance, par exemple, et la protection sociale. Bon, sur l'assurance, tout à l'heure, monsieur disait, je suis bien obligé de prendre un certain nombre d'assurances, mais enfin, toutes ces paperasseries, ça m'embête. Moi aussi. Je crois même savoir, d'ailleurs, qu'il y a un maximum de gens qui seraient pour, à la limite, une assurance unique, que ce soit vite réglé, qu'on ne se perde pas dans des paperasseries, mais qu'à partir de là, on puisse vivre sa vie, prendre sa vie en main, et ne pas avoir derrière soi toutes ces contraires, toutes ces pesanteurs. Prendre sa vie en main, ça peut être de ne pas avoir une assurance. Par exemple, la protection sociale. Monsieur, admettons que nous ayons un problème de cœur, une pile cardiaque. Est-ce que vous voulez que ce soit uniquement pour une élite, pour quelques-uns? Moi, je pense qu'il est normal que chacun ait cette possibilité. Oui. C'est pas ça une société laïcité, ça coûte très cher. Imaginez qu'un de nos invités dise, au fond, moi je préférerais ne pas avoir à cotiser pour la retraite, parce que la retraite, j'en ai rien à fiche. Petit, je marche sur mon fil et puis on me propose plein de paperasseries à signer. Je signe que celles qui me permettent de marcher sur mon fil. J'ai pas besoin d'une assurance vie, j'ai pas besoin de rien d'autre qu'un fil bien tendu. Mais je n'y crois pas. C'est obligatoire dans notre société. Et c'est de plus en plus obligatoire. Bon, mettons les pieds dans le plat. Vous êtes député PS, on dit que c'est un parti où il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont... Je suis pas fonctionnaire, moi. Vous n'êtes pas fonctionnaire. Je suis libéral. Est-ce que vous avez... J'ai pris mes risques aussi. Est-ce que vous avez... Vous pensez que... Il n'y aurait pas cette tendance en ce moment, c'est ce qu'on reproche à ce qui se passe en ce moment, et pas seulement en France, c'est-à-dire que l'Europe se fonctionnarise un peu, c'est-à-dire qu'on veut une sécurité. À côté de vous, vous avez votre voisine est fonctionnaire, par exemple. Je voudrais lui demander, et si vous avez choisi ce métier, c'est pour avoir la sécurité, c'est pour pas prendre ce genre de risque? Oui, certainement. J'ai choisi ce métier pour avoir la sécurité, vu mes conditions familiales. Oui. J'ai été obligée de choisir ce métier, j'ai changé totalement ma vie. Oui. Bon, des fois, je le regrette un petit peu, mais... Ça vous je prends des risques aussi, quelquefois, dans mon métier. Oui. Mais enfin, au départ, c'est un choix délibéré. Vous ne vouliez pas avoir trop de risques. Non, mais j'en cours quand même quelques risques, de par mon métier. Mais enfin, chacun court des risques dans cette société. Hein. Oui. Un fonctionnaire prend des risques, un enseignant prend des risques. C'est un métier extraordinaire. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut pas mélanger. Bien d'accord. Damoville. On est en train de mélanger le risque de risquer sa vie avec le risque de risquer peut-être sa situation. C'est quand même pas tout à fait pareil. J'ai entendu dire tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord, que celui qui risque sa vie, après, elle a pour lui un petit peu plus de sel. Bon, ben, celui qui risque sa situation, peut-être qu'après, elle a un peu plus de sel, mais enfin, c'est quand même pas pareil que la vie. Hein. Bien sûr. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de noter peut-être en conclusion, je ne sais pas où est-ce qu'on en est dans le débat, oui, mais qu'en fait, on vit dans un monde qui protège de plus en plus la personne. Attendez, encore l'avis d'un étudiant. Non, juste une question à poser à monsieur le député, puisque vous êtes législateur, vous êtes sans doute sans ignorer que l'un de nos adages, c'est « nul ne peut ignorer la loi ». Or, en tant que socialiste, vous voulez faire voter cette fameuse loi de protection des piétons. Est-ce que vous ne croyez pas que, justement, nul ne pourra ignorer la loi, sauf les piétons? Moi, je n'ai pas pris position sur cette loi en particulier. Hein. Je vous pose la question en tant que représentant ici, dans ce débat, du Parti socialiste. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est aussi remettre en cause l'adage « nul ne doit ignorer la loi » ? Est-ce que seuls les automobilistes doivent respecter les règlements qui existent? Il y a des passages cloutés. Croyez-vous que tous les piétons sont innocents et prudents? Madame Lagarde. C'est sans commune mesure. On vous faisait remarquer tout à l'heure que le piéton, lorsqu'il commet une imprudence, il le paie dans sa chair, dans sa vie, comme disaient ces messieurs. Et ça n'a rien à voir avec... Tenez, monsieur, j'avais apporté... Ça va être votre conclusion. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous nous apporte? Voilà, la civilisation mécanique avec l'automobile et la loi qu'elle doit respecter. Et voilà le piéton. Et voilà la réponse. Voilà votre conclusion. C'est pas le législateur qui a répondu. Voilà, ça n'est pas le... Ça serait bien les débats à l'Assemblée si c'était illustré comme ça. Ça arrive parfois, Non, mais vous comprenez, ce n'est pas un gag. C'est quand même la vie contre une machine. Et le piéton, il n'a pas besoin d'une loi pour faire attention à sa vie. Votre conclusion à chacun. La conclusion de Philippe Petit. Avant d'être interrompu, c'était que on vit dans un monde qui protège, qui veut protéger de plus en plus l'individu, et on nous fait regarder le sol alors qu'il
il faut pour la bonne marche d'un monde qui roule dans l'espace, il faut non pas des fous, non pas des gens qui, le mot risque, je ne le prononce jamais, mais il faut des gens qui cherchent, des gens qui soient curieux, des gens qui soient passionnés, et il faut aussi des gens qui font une vie différente. Mais alors, on ne peut pas mettre des barbelés autour d'un arbre et marquer défense de grimper aux arbres, et on ne peut pas dire permission de grimper aux arbres avec 3 ceintures de sécurité. Ou si on le fait, ceux qui réellement ont de l'arbre dans le sang, eh bien, ils grimperont de toute façon. Alors, ce débat est inutile, et je ne dis pas ça de manière insultante, mais il fallait montrer Patrick grimper, il fallait montrer ces gens se battre avec leurs éléments, mais il ne faut pas en parler. Mais si on vous obligeait, Edlinger, vous petit, à mettre tout le temps un câble comme il y a le filet pour les trapézistes, c'est obligatoire. Rien ne peut empêcher Patrick de grimper, rien. Vous ne le feriez pas. Rien ne peut m'empêcher de marcher sur un fil. Bien sûr. Mais vous savez qu'un trapéziste dans un cirque n'a pas le droit de faire son numéro sans filet. Slama. Écoutez, à l'heure actuelle, on nous interdit de grimper dans certaines falaises. Oui. Bon, ben, je veux dire, il y a un peu de polémique avec la police du coin, mais c'est pas ça qui nous empêchera un jour d'aller dans une falaise. Je veux dire, moi, on m'interdira jamais de grimper dans une falaise. Je veux dire, j'ai pas de plaque d'immatriculation aux fesses. Il s'agit de placer les gens devant leurs responsabilités. Il s'agit de en parler. Alors, je vous signale une lettre quand même qui est importante. C'est un monsieur qui nous a envoyé cette lettre hier. Son fils, âgé de 19 ans, qui n'avait même pas encore son permis moto, s'est engagé, parce qu'il avait vu justement des exploits de gens comme vous, il s'est engagé sans avoir jamais eu d'expérience pour faire une course de moto. Eh bien, ce garçon est handicapé à vie maintenant, et il dénonce l'inconscience et l'irresponsabilité criminelle des organisateurs, qui sont d'ailleurs des importateurs de motos tout-terrain, qui n'ont absolument pas demandé s'il avait son permis ni quoi que ce soit. Et il dit, naturellement, l'assurance ne donne presque rien, et il s'en prend à Jean-Claude Boutier, qui a tenté de minimiser avec beaucoup de mauvaise foi les nuisances de leur art. Donc il trouve que quand même certains d'entre vous, lorsqu'ils se vendent de ce qu'ils font, ne se rendent pas compte des risques qu'ils font prendre à des jeunes qui n'ont pas les capacités d'en juger. Alors votre petite conclusion, Maurice Herzog, Jacques Mayol et M. Carbonel, oui. Moi, je voudrais exprimer un certain regret. Le regret est le suivant. Je m'attendais au cours de cette émission à ce qu'on évoque la motivation qui pousse les gens à prendre des risques. Car ça, il me semble que c'est intéressant. Pourquoi allons-nous risquer notre peau? C'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai, c'est la passion. Mais je crois qu'il faut aller au-delà. Il y a une sorte de bilan que chacun d'entre nous doit faire avant de s'engager dans un risque important où tout de même l'existence elle-même est en jeu. Et c'est cela que j'aurais voulu qu'on discute quelques instants. On approche de la fin, on n'a pas le temps. Mais je voulais tout de même qu'on en parle. Vous avez raison. Votre conclusion, Jacques Mayol? Très rapidement, ma conclusion se rapproche énormément de celle de M. Petit. Je pense ceci on a parlé de vie, de règlement, de risque. La vie, finalement, est un phénomène qui doit être éprouvé et non pas expliqué. Inutile de perdre son temps à expliquer la vie. Oui, les risques font partie, sur tous les plans, sur tous les niveaux de conscience, de la vie. Chercher à expliquer les risques, c'est chercher à expliquer la vie inutile. Carbonel, votre conclusion? Je vais donner le bilan de la SNSM là, depuis 15 ans, oui. Avec ses équipages bénévoles. 40 000 bâtiments assistés, 9 611 personnes sauvées d'une vie. Très bien, bravo. Et ce sont tous des bénévoles. Tous des bénévoles. Merci. Et avec des risques. Votre conclusion, Saudan? Je vais répondre à la lettre de tout à l'heure. Oui. C'est vrai, parce que je crois que très souvent on dit ce que nous faisons c'est très facile et c'est pas dangereux. Et ça, je ne suis pas d'accord qu'on dise c'est très facile et c'est pas dangereux. C'est toujours dangereux. Ce que Patrick peut faire, un autre ne pourra pas faire parce qu'il se connaît, il sait les risques qu'il va prendre, il sait ce qu'il vaut. Et c'est très difficile dans la vie de savoir ce que l'on vaut et savoir juger les risques. D'un autre côté, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai fait des films, je donne des conférences, et surtout auprès des jeunes. Et toujours, j'attire leur attention que pour faire ce que nous faisons, il faut et de l'entraînement, il ne faut pas seulement de la motivation, il ne faut pas seulement rêver, il faut aller graduellement avec le danger, se mettre en face de ce danger, essayer de se connaître, et là, on peut progresser et connaître ses limites. Donc je crois que nous ne sommes pas de si mauvais exemples, mais à condition que nous soyons conscients, que nous prenons des risques, que nous ne sommes pas toujours d'accord de les accepter, et que si nous les acceptons, nous sommes préparés pour le faire. Voilà ce que je voulais dire. Sa lettre a quelque chose de vrai, mais elle a quelque chose de faux aussi, c'est qu'on ne peut pas faire tout simplement quelque chose parce qu'un jour on va rêver, je veux faire ceci et on va le faire, sans en avoir ni la technique, et peut-être encore ni les moyens physiques. Je suis pas c'est ça que je voulais dire. Il faut la voler, les moyens physiques qui tombent du ciel. Mais les risques, il faut en prendre.
Monsieur Fay, votre conclusion? Mais moi, je dirais qu'on a encore la liberté de faire certaines choses, et qu'il faut laisser aux gens la liberté de s'exprimer dans ce qu'ils ont envie de faire et de ne pas les laisser dans une prison que la société peut représenter à l'heure actuelle. Et je trouve que c'est très important que nous puissions, dans ce plateau, faire tout ce que l'on désire vraiment. Monsieur Thévenin, Monsieur Piel d'abord. Oui, Piel. alors moi je voudrais dire que l'année dernière sur la côte landaise, il y a eu 1650 sauvetages hors zone surveillée par des maîtres baigneurs avec des palmes, quelquefois jusqu'à 1 kilomètre de la côte, hein, et qu'il y a 18 morts. Est-ce que la liberté des uns doit supprimer la liberté des autres? Il ne s'agit pas là de gens qui veulent prendre un risque, il s'agit d'inconscience. C'est complètement différent. C'est au contraire la négation de la prise de risque, c'est l'inconscience. Bon. Alors, Monsieur Bockel, votre conclusion? Laissons les inconscients de côté, mais votre risque, il est formidable et il est suivi, pas suivi matériellement, mais il y a de plus en plus de gens. Regardez toutes les créations d'entreprises qui se font, regardez tous les risques qui sont pris. Dans l'esprit, je veux dire. Dans l'esprit, il y a quelques qui se font, il n'y en a jamais eu autant, M. Slamar. Non, mais ça, c'est bon, d'accord. Ça, c'est ce que vous dites. Ce n'est pas ainsi que vous permettrez aux gens de prendre des risques. Il n'y en a jamais eu autant qui en prennent, monsieur. C'est la réalité, ça. Qui en prennent concrètement la microéconomie, vous savez ce que c'est. Qui en prendraient volontiers. Et qui en prennent, et qui se battent, et la décentralisation, c'est pas un risque. Et vous savez à quoi il pense, Patrick Edlinger, qui n'a rien dit pendant ce débat? Oui. Je pense à demain matin, à 6h du matin, il va être face à face seul avec sa falaise. Vous allez vous entraîner à Fontainebleau? Oui, je vais m'entraîner. Vous entraînez tous les jours? Quasiment tous les jours. Déjà ce matin, vous étiez? J'étais aujourd'hui. Madame Alexandre, vous avez une conclusion pour nous? Oui, moi je pensais que ces messieurs doivent tous avoir une famille. Oui. Lorsqu'ils font leurs exploits, que j'admire, hein, puisque c'est leurs sentiments, c'est ce qu'ils aiment. Mais lorsqu'il leur arrivait quelque chose, alors la famille. C'est ça, les enfants. Vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas d'enfants. J'ai une petite fille qui a à peu près cette Bah hauteur-là, oui, parle de langue. oui, le jour qu'elle aura plus de papa. Elle aura plus de papa, elle sera heureuse que son papa marche sur un fil. Chacun a une passion. Chacun a une passion. Mais on ne peut pas empêcher la passion. Ma famille et mes enfants et mes petits-enfants pour faire le sauvetage. Bien. Alors, écoutez, là, je crois, il est minuit, c'est l'heure de se séparer. Je vous remercie tous. La semaine prochaine, ce sera une revue de presse aux alentours de 22h avec les rédacteurs en chef de la presse parisienne. Merci à tous, bonsoir.